Yacine, vous êtes à l'école? Eh, ne me touchez pas, Yacine. Wesh! Restez là. Restez là. Yacine, vous êtes à l'école? Eh, ne me touchez pas, Yacine. Wesh! Elle l'a envoyé par terre. Wesh! Ces images ont tourné en boucle sur les réseaux. Un geste violent dans un lycée français de Seine-et-Marne. Un geste rare, mais pas isolé. Et même si les sanctions n'ont pas traîné avec 5 mois de prison avec sursis pour l'élève violent, l'éducation nationale est ébranlée. Dans un pays où la République s'est construite par et autour de l'école, l'institution est en perte de repères, la France a mal à son école. On dit souvent que l'école française a trahi sa promesse, qu'elle n'est plus ce grand ascenseur social d'autrefois. Mais si le problème ne venait pas de l'école elle-même, et plutôt de notre rapport à l'école. Parce qu'en France, on investit. Chaque année, c'est plus de 6% du PIB qui sont consacrés à l'éducation. En 2023, cela correspond à près de 190 milliards de dépenses dans l'éducation. Un des taux les plus élevés d'Europe. Mais malgré cet effort colossal, les inégalités persistent. Le système est-il défaillant ou est-ce notre engagement envers l'école qui s'est affaibli? À sa naissance, l'école française n'était pas qu'un lieu d'apprentissage. C'était un projet de civilisation, un rêve républicain, instruire pour libérer. Apprendre la langue, la raison, la culture française, bref, une certaine idée de l'homme. Les vagues d'immigration d'hier, italiennes, polonaises, portugaises, arméniennes, juives, et puis plus tard maghrébines ou africaines, y croyaient dur comme fer. Elles voyaient dans l'école une porte de sortie de la misère, un honneur, une ascension. Et au centre de tout, l'école. Pour tous, elle est l'espoir. Leurs enfants auront une vie meilleure. Et surtout, l'école exigeait, les familles valorisaient, et le message collectif était cohérent. Travaille, tu t'en sortiras. L'avenir s'ouvre pour eux, parfois au-delà de ce qu'imaginent les parents. Dans ces années 60, l'école républicaine promet l'ascenseur social. Et les enfants d'immigrés peuvent espérer faire partie des futurs cadres de la nation. Encore faut-il en connaître les codes. Et globalement, c'était vrai. La dureté forgeait la volonté, l'effort était glorifié, pas excusé. D'ailleurs, les chiffres le montrent. Au début des années 1960, à peine un élève sur 10 atteignait le baccalauréat. Aujourd'hui, ils sont près de 8 sur 10. En 2 générations, l'accès au diplôme s'est massifié à une échelle inédite. L'école, à cette époque, tenait parole. Elle permettait réellement de s'élever. Sur le papier, l'école de la République est la même pour tout le monde. Gratuite, obligatoire, ouverte à tous. Dans la réalité, on le sait, il y a 2 chemins. Le privé, financé par les familles, et le public, financé par les impôts et les collectivités. Et à l'intérieur du public, on trouve les fameuses zones d'éducation prioritaire, aujourd'hui appelées réseaux d'éducation prioritaire, REP ou REP+, lorsqu'elles sont renforcées, qui ont été créées pour réduire les écarts, mais qui, avec le temps, se sont souvent fragilisées. Gérard Philippe à Soissons est un collège REP+, réseau d'éducation prioritaire. Ici, il y a plus de moyens, 22 élèves par classe maximum, et davantage de professeurs. Nous avons suivi le combat quotidien des surveillants, de l'infirmière, des enseignants auprès des enfants, mais aussi des parents. Il ne faut pas hésiter à aller la solliciter, dire alors t'en es où dans les révisions. Il faut vraiment être derrière elle, c'est important. Immersion dans un collège où l'on veut redonner à chaque élève la chance de réussir. Pourquoi? Parce que l'école ne peut pas tout. Elle ne peut pas compenser ce qui ne se construit pas à la maison, l'absence de culture scolaire. Alors, nous étions aux réunions des parents d'élèves. Vous voyez toute la salle. Je n'ai pas vu un noir venir aux réunions. Il n'y a que moi seul qui suis noir dans cette salle. Vous voyez ce que je dis souvent aux parents. Vous voyez, il y a réunion des parents d'élèves. Tu ne vois pas. Alors que dans ce collège, il y a des noirs. Les parents noirs ne viennent jamais. Et c'est dommage. Là où certaines familles voient dans les études un métier, un réseau, une place dans le monde, dans d'autres, les études sont vues comme une perte de temps. On dit à l'enfant, tu vas faire des études jusqu'à quand? Ou sinon, on peut entendre, les gens de chez nous ne font pas ça. Et ça change tout. Parce que réussir à l'école, ce n'est pas seulement avoir un bureau et un cahier. C'est aussi avoir un parent qui suit, qui demande, qui encourage. Il y a combien là, parmi nous,
combien de parents ils se sont endettés pour nos études? Voilà, moi j'aimerais... Attends. Dis-moi, ils se sont endettés pour tes études? Mes parents? Dis-moi oui ou non. Non. Dis-moi oui ou non. Pas, non. Non. Dis-moi oui ou non. Frère, c'est une réalité. Et ça, c'est Desporouti, il le dit dans un son. Il dit on a les seuls parents qui s'endettent pas pour les études de leurs enfants. Et moi, c'est une phrase qui m'a marqué. Parce que déjà, pour nos parents, le fait de nous avoir ramenés ici en France et nous donner le gîte et le couvert, déjà pour eux, c'est beaucoup. Je jure, les Noirs, on a un problème. Et c'est ça que vous comprenez pas. Vous éduquez pas vos gosses. Vous éduquez pas vos enfants. C'est-à-dire que c'est le résultat. Aujourd'hui, ces gamins, quelque part, ils sont victimes parce qu'il n'y a pas d'éducation. Vous venez, bam, bam, je tape. Non. On vous convoque, réunion parents-professeurs. Allez-y. Et comment se fait-il qu'ils arrivent à mettre des enfants, des enfants noirs dans des filières de merde parce que les parents ne viennent pas? L'OCDE le rappelle, les élèves dont les parents assistent aux réunions, contrôlent les devoirs ou échangent avec les profs, réussissent nettement mieux que les autres. Pas parce que ces parents sont riches ou diplômés, mais parce qu'ils montrent à leur enfant que l'école compte. Sauf que, et c'est une réalité sociale, tout le monde n'a pas la même disponibilité. Certains parents travaillent de nuit, cumulent 2 emplois, ne parlent pas bien français, ne comprennent pas les bulletins scolaires ou n'osent pas pousser la porte du collège. Une fois sur 2, les parents sont injoignables. Et quand ils répondent... Bonjour madame, c'est monsieur Schuller, c'est au collège Gérard Philippe. Je vous téléphone parce que Andrés n'est pas à l'école aujourd'hui. Ce n'est pas toujours en français. Ouais. Et il vient cet après-midi? J'ai pas entendu. Oui, merci. Bonne journée, Marie-Ange. Brice et son équipe consacrent plus d'1 heure par jour à cet étrange jeu de piste. Avec parfois au bout du fil, quelques surprises. Qui est au téléphone, s'il vous plaît? Moi. Oui, bah c'est bien, moi. Mais c'est qui, moi? C'est Youssef? Oui. Pourquoi c'est pas le numéro de papa? Oui, c'est le numéro de papa, mais il est en train de dormir, là. D'accord. Et pourquoi vous n'êtes pas à l'école, Youssef? En fait, je suis malade. D'accord. Et maman, elle est là? Non, elle dort. Vous pouvez me réveiller un ou deux des papa-maman, là? S'il vous plaît? Attendez. Cela fait 10 fois que Youssef est absent, sans aucune justification. Et du côté des enfants, c'est pareil. Dans certains foyers, il y a du bruit à la maison, peu d'espace, des frères et sœurs à garder, des courses à faire, parfois un petit boulot, et parfois même la pression d'envoyer de l'argent au pays. Alors, excusez-moi de la caricature, mais pendant que Jean-Michel peut faire ses devoirs dans le calme, Aminata, elle, doit d'abord aider, traduire, cuisiner, voire garder. Et pourtant, les deux sont assis dans la même classe. Les chiffres le confirment. Les garçons, les enfants les moins favorisés et ceux issus de l'immigration entrent au collège plus souvent en retard et avec des acquis en moyenne moins assurés que leurs camarades. Même à niveau d'acquis comparable, les familles dites défavorisées se projettent moins loin pour leurs enfants. Elles sont nettement moins nombreuses à viser des études longues, signe que les inégalités ne tiennent pas seulement aux résultats scolaires, mais aussi aux représentations et à la transmission des aspirations. À partir des années 80-90, l'école a changé de cap. On a voulu corriger les inégalités par la bienveillance. Le souci à l'époque, qui est un souci étatique, qui est un souci d'État, un souci national de l'État-nation français, c'était comment faire pour lutter contre l'échec scolaire des enfants d'immigrés. Et il y en a qui ont eu une excellente idée, un peu perverse, mais qui était jugée comme une excellente idée, c'était de dire, pour lutter contre l'échec scolaire, il faut que ces enfants sachent d'où ils viennent, où ils vont, ce qu'ils font en France. Autrement dit, il faut et de la mémoire, et aussi de la réhabilitation anthropologique. La réhabilitation anthropologique passant par une réhabilitation des cultures et des langues d'origine. Et Chevènement était à l'époque ministre de l'Éducation et il a eu la bonne mauvaise idée ou la mauvaise bonne idée de demander à un éminent arabisant, en la personne de Jacques Berck, de réfléchir sur la question de l'échec scolaire de ces enfants, la question de la présence de ces enfants dans la société française, dans la nation française et leur avenir. Et une des particularités qui n'a cessé d'être présente dans les modes de perception et d'entendement de tout ce beau monde, de Berck à Chevènement jusqu'aux enseignants et à tous ceux qui militaient pour lutter contre l'échec scolaire, c'est qu'au fond, il faut préparer ces enfants à un éventuel retour
chez eux. Autrement dit, on continuait sous d'autres formes la question du provisoire, qui était un élément constitutif de l'identité des parents. Moins d'autorité, plus de compréhension. Et petit à petit, les salles de classe sont remplies de débats identitaires, de culpabilité historique, de morale, tout sauf du savoir. Résultat, le niveau baisse, les profs se démotivent, les sanctions disparaissent et la méritocratie s'efface derrière la compassion. L'école ne forme plus des citoyens libres, mais des identités blessées. Et le paradoxe, c'est que plus on baisse les exigences, plus on creuse les écarts. Petit à petit, les diplômes se dévaluaient. Alors, que vaut exactement le bac? Eh bien, ça vous donne le droit, malheureusement, d'entrer en fac, sauf que les facs, de plus en plus, voire par exemple Paris-Orsay, etc., fabriquent des années zéro pour vous remettre à niveau, tellement ils savent, a priori, que votre niveau est au ras des pâquerettes. Le niveau chute. Nous avons appris la division comme au fond l'inverse d'une multiplication. Ce qui faisait d'ailleurs que, à peu près, à la fin du CP, on maîtrisait les 4 opérations de base. La division, actuellement, s'apprend entre le CM1 et le CM2. Et elle n'est pas maîtrisée. Moyennant quoi, vous avez des instituts, on en parlera peut-être ultérieurement, qui disent oui, mais c'est pas grave, on a des machines pour faire des divisions. Même avec la meilleure volonté du monde, une réalité persiste. Les enfants de cadres deviennent cadres et les enfants d'ouvriers restent ouvriers. Les barrières à l'entrée du marché du travail restent parfois invisibles, mais bien réelles. La dernière fois, le prof, il a demandé qui est-ce qui n'a toujours pas d'alternance ni de stage, et que les personnes qui ont levé la main, c'était que des Noirs et des Arabes. Mais ce n'est pas toujours à cause d'une discrimination cachée. C'est souvent une question de code. Pour entrer dans le jeu, il faut déjà en connaître les règles. Et ces règles, on ne les apprend pas à l'école. Elles se transmettent dans des dîners, dans des cercles, dans les familles. Ça s'appelle le réseau. Cette cooptation invisible qui structure tous les milieux. Et c'est aussi une question de représentation. Oser se projeter, se sentir légitime, parler le même langage que ceux qui décident. Un enfant qui n'a jamais entendu « tu peux » chez lui, grandit en croyant qu'il ne peut pas. Autrement dit, comprendre les codes d'un monde où tout le monde ne part pas avec les mêmes clés. En 2024, près d'un élève sur 2 en classe préparatoire vient d'une famille de cadres. Ceux issus de familles ouvrières, à peine 6%. Et chez les enfants de parents immigrés, l'écart persiste. 13% sortent du système scolaire sans diplôme, contre 8% pour les autres. On comprend que la vraie inégalité est aussi culturelle et symbolique. L'État doit garantir l'accès, pas la réussite. Donner les moyens, oui, mais pas remplacer la volonté, parce qu'au fond, les obstacles ne sont pas toutes des injustices. Ce sont les matières premières de la réussite. Et malgré tout, il faut le rappeler, la France reste l'un des pays les plus égalitaires d'Europe en matière d'accès à l'éducation, avec 99% d'enfants scolarisés dès le primaire. Alors non, l'école républicaine n'a pas disparu. Elle attend simplement qu'on y croit à nouveau.